L'âge venant, tout homme et toute femme ressent l'impérieux besoin de transmettre son expérience en espérant que les plus jeunes feront mieux que lui ou qu'elle. Effectivement, en vieillissant, l'être humain acquiert une certaine expérience, mais qui en aucun cas ne doit justifier une quelconque domination. Il perd de son énergie, du moins sur le plan physique, et par conséquent, il lui paraît indispensable de transmettre le relais et de se faire accompagner dans son combat par ceux qui, effectivement, attendent toute la vie et se rendent compte que pour vivre et pour survivre, il est indispensable de se battre, si possible, groupé. Quand je dis cela, je veux dire que, en vieillissant, à moins d'être stupide ou fou, on a bien conscience que lorsque l'on participe à une manifestation contre le pouvoir, on va courir moins vite que les plus jeunes et que l'on a toutes les chances de se faire rattraper par les forces de l'ordre et donc de se faire taper dessus. Autrement dit, il s'agit, dans ces circonstances, de prendre un peu de recul et de ne plus se trouver au premier rang, à moins d'être suicidaire. Il peut paraître dérisoire pour quelqu'un qui était un militant syndical pendant près de 20 ans et qui continue à se battre dans la vie et qui espère bien poursuivre d'ailleurs jusqu'à son dernier souffle. Il peut paraître donc dérisoire de rapporter un certain nombre de situations qu'il a vécues et d'essayer d'en tirer la leçon. Ou plus exactement, plus modestement, de faire part de son expérience en espérant que ses auditrices et ses auditeurs en tireront quelque enseignement. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lire, dans le cadre d'un diptyque, donc il s'agira d'un enregistrement de parties, des textes que j'ai écrits ou des discours que j'ai prononcés devant des militants où j'essayais de la manière la plus honnête possible et la plus sincère, de les informer sur un certain nombre de situations, de les analyser et aussi de les mobiliser, ces militants et ces militantes. Je vais donc aujourd'hui même, dans un premier temps, vous lire ces textes qui porteront les 3 premiers sur la privatisation de l'enseignement et les 4 suivants sur la bureaucratie syndicale. En effet, j'ai eu la chance, pendant quelques années, de participer à des réunions paritaires centrales au ministère de l'Éducation et au ministère de l'Emploi. Dans ces commissions, il s'agissait d'étudier les contrats de travail, d'étudier aussi
les réaffectations, les mutations demandées ou qui étaient nécessaires pour un certain nombre d'enseignantes et d'enseignants. J'y ai appris beaucoup de choses. J'ai vu ce que c'était qu'un rapport de force entre les représentants de l'État patron et d'autre part les représentants des travailleurs. J'ai appris également à savoir quand il fallait montrer les dents et quand, à d'autres moments, il s'agissait à tout prix de négocier, sinon on perdait tout. Mais je me suis rendu compte également qu'il y avait un certain nombre de connivences qui apparaissaient entre le pouvoir et les syndicats. C'est de cette expérience que je voudrais vous faire part ici même, et je commencerai donc par un premier texte que j'ai écrit en 2006 et que j'avais intitulé « Loin de nous, loin de chez nous, la privatisation de l'enseignement ». Tous les mois, la lecture de la presse internationale nous apporte son lot d'informations sur l'abandon progressif de cet extraordinaire outil d'émancipation de l'humanité qu'est l'instruction publique. En septembre 2005, l'hebdomadaire Die Zeit de Hambourg nous apprenait qu'en Allemagne, les entreprises collaborent, entre guillemets, étroitement avec les écoles publiques. Elles leur, toujours entre guillemets, offrent des fournitures, forment des professeurs et interviennent dans les cours. Vous comprendrez que les guillemets s'imposent dans le cadre dans lequel j'écris, c'est-à-dire un cadre syndical. Les partenariats, comme celui qui lie la société Weber, qui produit des revêtements pour sièges de voiture, et le collège Geistal de Bad Hersfeld, dans l'est de la Hesse, sont particulièrement appréciés. Il en existe probablement plus d'1 millier. À Bad Hersfeld, le programme de physique aborde le contrôle de qualité, celui de chimie, les aspects économiques et écologiques des revêtements. La société Weber enseigne l'anglais des affaires au cours de langue et au cours d'art plastique. Les élèves conçoivent des modèles de textiles créatifs et innovants pour le fabricant. Dans l'est de la Westphalie, un journaliste de la chaîne de télévision WDR a découvert, en 2004, que le grand magasin Hagemeyer, qui a signé un accord de partenariat avec un collège de Minden, employait les élèves comme personnel temporaire. Les jeunes ne sont pas rémunérés. Dans tous ces collèges, l'administration se réjouit dès que quelqu'un remplit les caisses des écoles ou renouvelle les manuels scolaires. Plus récemment, le journal danois Information a signalé que l'association des parents d'élèves de Copenhague, Skole och Samfund, école et communauté, a classé les écoles de la ville en fonction de plusieurs critères. Moyenne des notes obtenues, nombre d'élèves d'origine étrangère, effectif des classes et, chose inédite, proportion de parents recevant une aide financière ou une pré-retraite. Cette tendance à évaluer les écoles et à mettre les informations à la disposition des parents entraîne une catégorisation des écoles dont les conséquences sont prévisibles. Au Japon, enfin, la fracture sociale s'aggrave à l'école. L'État a clairement choisi de favoriser les filières de formation élitistes, et les familles démunies éprouvent de plus en plus de mal à assurer l'éducation de leurs enfants, comme nous l'apprend le quotidien Asahi Shimbun,
qui tire à plus de 8 millions d'exemplaires. Dans le cadre d'une nouvelle politique de décentralisation, le pays est en train de revoir la répartition des recettes fiscales entre l'État et les collectivités locales, ce qui implique la prise en charge des frais d'éducation pour ces dernières. Tout indique l'avènement prochain d'une société où les disparités financières entre les collectivités, mais aussi entre les foyers, aboutiront à des inégalités de connaissances chez les enfants. Deux expressions sont à la mode au Japon pour évoquer la fracture sociale dans ce pays: le camp des gagnants et le camp des perdants. De fait, le mécanisme destiné à permettre un certain niveau d'éducation pour le plus grand nombre d'enfants est en train de disparaître. Toutes ces données pour nous faire réfléchir sur les éventuelles sources d'inspiration des politiques qui risquent d'être menées à l'avenir en communauté française de Belgique. Et certains verront sans doute déjà, dans des situations récentes, l'actualité de projets de nos ministres. Je rappelle que ce texte a 12 ans. Second texte, que j'avais intitulé « Se résigner ou se suicider ou se battre ». Ce texte avait été publié au mois de septembre 2006. Se résigner ou se suicider ou se battre. Voilà le dilemme qui hante certains camarades malgré le vote d'une motion régionale le 2 février condamnant l'évaluation de la qualité dans les hautes écoles. Dans son film présenté en 1980, La Nuit de Varennes, Ettore Scola montre, au cours de la fuite de Louis XVI, cette hésitation de chaque citoyen entre vénération et indignation dans ses rapports avec le pouvoir. Le conflit n'est pas nouveau, qui exprime au sein de chacun de nous l'opposition entre soumission et lutte. Fin août, la chaîne Arte a diffusé l'excellent film de Jean-Marie Moutou, je crois bien que c'est Jean-Marie, dans mes notes j'ai indiqué JM, Violence des échanges en milieu tempéré, 2003, qui met en scène Philippe, un jeune consultant, chargé de réaliser un audit dans une entreprise qui, inévitablement, devra restructurer et licencier pour satisfaire les actionnaires et être racheté dans, entre guillemets, de bonnes conditions par un groupe industriel. Après une crise existentielle, le naïf de 25 ans se mue en un jeune loup. Reprenons encore une fois, puisque la situation l'impose, les données du problème. L'évaluation de la qualité, telle qu'elle est prévue dans les hautes écoles en communauté française de Belgique, se concrétise par la rédaction d'un questionnaire de 2500 rubriques auxquelles devront répondre les enseignants. Ce dernier porte sur l'accueil des étudiants, 125 questions, la satisfaction du personnel, 250 questions, la gestion de l'établissement par la direction, la politique de la recherche et des infrastructures. Le dépouillement des réponses sera effectué par des commissions d'experts, encore une série télévisée à la mode, dans le cadre d'audits internes et externes. Certains arguent du fait que nous ne pouvons échapper au processus de Bologne qui impose la mise en œuvre de telles directives dans l'enseignement supérieur sans se rendre compte qu'elles cherchent à soumettre la formation des citoyens aux lois du marché. Les publications le démontrant abondent. Les ignorer relève dorénavant de l'aveuglement.
Très clairement, les résultats de l'évaluation visent à établir un classement des établissements d'enseignement supérieur des pays de l'Union européenne comparable à celui qui existe outre-Atlantique afin de susciter une compétition sans merci préparant sur un nouveau front la privatisation de l'enseignement public et de ses ressources financières. Qui ne se souvient du combat que nous avons mené contre l'application de la directive Bolkestein? Inévitablement, une vague de licenciements s'ensuivra. Sur quelle base? La rentabilité de certaines filières? L'évaluation par les étudiants? Le degré de soumission au chef, etc. À quoi serviront encore les cocobas et les copalopes, puisque, à la suite d'une enquête scientifique et méthodique, menée directement auprès du personnel, des décisions seront prises en conscience. Bien sûr, le questionnaire étant rempli individuellement, les collègues ne pourront pas prendre de position collective, exprimée en tant que telle. La gestion des établissements se trouvera de facto enfin débarrassée des concertations avec les syndicats. De plus, la procédure suivie n'assurera aucune confidentialité puisque, soi-disant mise sous scellé, les réponses au questionnaire devront être, lors des contrôles par les experts, identifiables et donc nominatives. Faut-il entrer dans ce jeu de massacre? On comprendra dès lors le titre de cette contribution, se résigner ou se suicider ou se battre. Dans leur enfance, beaucoup d'entre nous ont lu les albums d'Uderzo et de Goscinny, mais le petit village d'Astérix, s'il résistait, ne partait pas à la reconquête de la Gaule. En revanche, est-il utopique d'imaginer que notre résistance au diktat de l'économie ultralibérale, matinée de gestion bureaucratique douce, puisse contribuer à ce vaste mouvement de résistance, souvent ignoré chez nous, qui se dessine sous d'autres formes, en d'autres lieux? Il serait, pour le moins, paradoxal que les intellectuels soient les derniers à prendre conscience qu'un débat théorique ne prend tout son sens que s'il est suivi d'actes, en l'occurrence le refus d'obtempérer. En arrivera-t-on un jour à l'absurde situation des enseignants de Floride où les augmentations de salaire des instituteurs et des professeurs vont être calculées en fonction des résultats des tests d'évaluation passés par leurs élèves? Disposition approuvée en février par le Conseil de l'éducation et obligatoire dès l'an prochain. Selon ce programme, les écoles doivent distinguer les meilleurs professeurs, 10% du corps enseignant, en leur octroyant une augmentation de salaire de 5%. L'attitude des résignés à l'évaluation ne rappelle-t-elle pas ceux que stigmatisait autrefois Bossuet lorsqu'il s'écriait « Il feigne de s'affliger des conséquences tout en s'accommodant des causes ». Se résigner ou se suicider ou se battre. On espère avoir démontré que les termes posés dans la première équation appartiennent aux esclaves et que ceux présents dans la seconde sont ceux d'hommes libres, conscients de leur nécessaire union face au processus d'exploitation capitaliste. Troisième et dernier texte concernant la privatisation et la libéralisation
dans le cadre de l'enseignement en Belgique. Je l'avais intitulé, ce texte, Offre publique d'achat, OPA, de l'ULB, Université libre de Bruxelles, sur l'enseignement supérieur de la capitale. Le 11 février 2008, oui, ce texte date d'avril 2008, les établissements d'enseignement supérieur qui sont membres du pôle universitaire européen de Bruxelles-Wallonie, entre autres les hautes écoles non confessionnelles de la capitale, ont reçu une note de réflexion sur la stratégie des rapprochements et collaborations au sein de ce même pôle. Ce document de l'Université de Bruxelles dénonce, dans un premier temps, la situation présente qui est, de son point de vue, inopérante. Complexité des structures, sous-utilisation des ressources, cloisonnement des disciplines et fragilité des finances des différents établissements du fait même du lien confédéral très lâche qui les unit actuellement. Dans un second temps sont exposés les avantages qui résulteraient d'un lien fédéral cette fois, accroissement de l'offre de services, lisibilité de celle-là par les étudiants et fourniture d'expertise. Cette grande université, grâce à sa crédibilité, enfin évidente, tous ces mots étant mis entre guillemets, permettrait, et je cite de nouveau, d'augmenter notre efficacité en ingénierie, de recherche de ressources de financement, en montage de projets, en prospection diverses et lobbying, étant entendu que son fonctionnement, son mode de fonctionnement devrait reposer sur l'autonomie, la responsabilité et la compétitivité. Le rapprochement des partenaires du pôle apparaît donc comme naturel, sous la bannière de l'Université de Bruxelles. Enfin, les conditions de travail seraient améliorées, et je vous ai dit donc, lorsque j'insiste sur les mots, tous ces mots sont mis, correspondent en fait à une mise entre guillemets, tels qu'ils apparaissent dans la note de l'ULB, donc de l'Université de Bruxelles. On l'aura compris. Solid partners, flexible solutions, big is beautiful. La propagande grossière de l'université libre, c'est moi qui mets les guillemets cette fois, nous renvoie malheureusement à une réalité tout autre. Il ne s'agit de rien moins qu'une véritable offre publique d'achat ou OPA sur l'enseignement supérieur de la capitale qui devrait être réalisé au plus tard pour la rentrée académique de septembre 2016. Derrière une rhétorique progressiste où sont présentes à la fois la pression politique, le chantage, le mensonge et où domine un marketing nauséabond et la pensée unique, le comble pour une université anticléricale, se cachent de sombres projets. La mise en place d'un supermarché de l'enseignement supérieur dans le Grand Bruxelles, mais aussi l'acceptation du ranking international, la participation à la guerre des cerveaux, la création de chaires sponsorisées par le secteur privé, c'est déjà le cas entre autres pour la chaîne de télévision RTL TVI, l'externalisation de nombreux services, le dégraissage des effectifs, l'installation de sous-statuts et la suppression de bachelors professionnalisants qui font double emploi avec les filières plus nobles et plus rentables conduisant au master et au doctorat. Bref, le darwinisme social dans toute son horreur. Se profile devant nous, au choix,
Métropolis, 1984 ou Le meilleur des mondes. Autrement dit, le formatage à l'état brut, la création d'une puissante entreprise satellisant des succursales, bas de gamme, et la centralisation corrélative des décisions loin du terrain, c'est-à-dire du personnel considéré comme un paramètre négligeable. Lorsque seront ainsi renforcés les liens qui unissent l'université, le marché et les décideurs politiques, assistera-t-on à la naissance d'un nouveau Léviathan. Bien sûr, il ne s'agit pas de s'opposer à des accords de collaboration entre établissements d'enseignement supérieur sur des bases corporatives, mais bien d'abord de rejeter une fusion qui s'inscrit dans une inhumaine logique de marché et surtout de refuser de souscrire au nouvel ordre mondial de l'éducation et de la recherche qui s'installe. La marchandisation de l'enseignement n'est pas une fatalité. Ce sont les hommes qui font l'histoire. Battons-nous pour une autre société, croyons à l'humanisme au sens fort du terme. Après ces 3 premiers articles, nous allons passer maintenant à des textes ou des discours que j'ai prononcés donc devant des assemblées générales ou des assemblées locales de la Centrale générale des services publics, secteur enseignement à Bruxelles. Premier texte qui date de septembre 2005. Je l'avais intitulé « Le syndicat, organisation militante de travailleurs ou relais du pouvoir ». Nous sommes donc bien ici dans la deuxième partie de ce volet que je sous-titrerai « La bureaucratie syndicale ». Le comité exécutif de la section communauté française, donc de la Centrale générale des services publics, secteur enseignement régional de Bruxelles, a été récemment renouvelé. Ses membres paraissent honnêtes, motivés et attachés aux idéaux syndicaux. Puissent-ils rester dignes de la confiance que nous leur avons accordée. En cette rentrée scolaire et académique, des élections devraient se tenir tant au niveau régional que local. Elles devraient être l'occasion de rappeler quelques principes de base de notre organisation et plus particulièrement en matière d'éthique. Combien de syndiqués, de non-syndiqués ne dénoncent-ils pas divers travers qui, hélas, ne sont pas toujours inventés? Ceux-ci nous déforcent et nous affaiblissent. Combien de collègues ne nous interrogent-ils pas sur certaines pratiques de l'appareil et hésitent à nous rejoindre? Il convient donc d'établir un état des lieux et surtout de trouver des remèdes. Rappelons d'abord que les notions de base et d'appareils syndicaux, s'ils correspondent malheureusement à la réalité, ne renvoient en aucun cas à ce que devrait être un syndicat. Comment pourrait-il y avoir une hiérarchie dans une organisation qui se bat pour renverser la pyramide sociale? Or, qu'observons-nous? Une organisation ouvrière qui s'est transformée au fil des ans en service club, souvent par la volonté même de permanents qui y trouvaient, et y trouvent toujours, un moyen de contrôler tout débordement. Une organisation où le clientélisme, visible lors des élections, est érigé en système de gouvernement, où l'on exerce une pression morale sur les temporaires en leur faisant sentir un rapport de force immédiat dans lequel il s'agit de s'inscrire, où
l'on exploite la fragilité et la précarité des plus démunis, où la menace du chômage permet d'ériger l'arrogance et le cynisme en méthode de management, où les gabelous se substituent aux tribuns de la plèbe. Où les sections locales téméraires sont ghettoisées, où les vieux militants qui défendent l'action sur le terrain sont menacés d'exclusion ou s'en vont lorsqu'ils dénoncent les trahisons aux idéaux de toujours, où la manipulation abjecte remplace l'information, où les dissensions souvent artificielles entre militants sont suscitées et entretenues en vertu du principe « divisons pour régner ». Ce qui est plus grave, c'est que des camarades collaborent avec le pouvoir et font fi de l'indépendance syndicale. Opportunistes avant tout, ils pratiquent avec cynisme la politique du donnant-donnant, renonçant dans un calcul politicien à court terme à des causes peu importantes à leurs yeux pour consacrer leur énergie à des combats, entre guillemets, que seuls se sentent aptes à juger comme essentiels. C'est toute la perversité des drogués du pouvoir pour le pouvoir, dont l'objectif prioritaire est l'appétit de puissance et le contentement narcissique, et non la défense des opprimés et des faibles. Victimes de nanisme, ils oublient que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Je cite ici Victor Hugo. Suivre une morne carrière sans un songe en avant, sans un deuil en arrière. Qu'espérer de ces grands prospères, fiers, puissants ou cachés dans d'immondes repères? Fuyons et craignons leurs sentiers détestés. Fin de citation. Pour comprendre une telle situation, il faut la considérer sous divers angles. Par tempérament, il y a statistiquement dans toute population, l'histoire du XXe siècle l'a montré à suffisance, 3 groupes de dimensions inégales. Les dominants et leurs sbires. Les dominés, vastes marais en période démocratique, installés dans leur confort et leur biotope microscopique, et enfin les résistants. Le second groupe étant très largement majoritaire, sans doute 90% de l'ensemble. Le premier groupe est constitué des chefs et nombreux sous-chefs, les hommes d'appareil qui font tourner la machine dans le cadre de l'idéologie dominante. Parmi eux, ceux que l'on appelait jadis et naguère les sociotraîtres, présents en nombre dans les partis et syndicats progressistes. Ils travaillent au service des intérêts de la classe dominante, en l'occurrence la haute bourgeoisie, dont les valeurs servent de miroir aux alouettes pour les classes dominées. Et ceci, malgré le caractère illusoire des référents populaires, vêtements, musique, sport, spectacle, etc., qui uniformisent les groupes sociaux, les jeunes en particulier, et présentent un semblant de concorde de classe générationnelle. Proches des instances du pouvoir qu'ils intègrent tôt ou tard comme conseillers dans les cabinets ou chefs d'établissement scolaire, les traîtres à la cause se proposent d'être les courroies de transmission du pouvoir vers les organisations ouvrières, alors que leurs mandats initiaux les obligent à faire pression sur ces mêmes instances politiques, en relayant les revendications des travailleurs qui sont dépourvus, au sens bourdieusien, de tout capital. Ces relais du pouvoir, d'autant plus dangereux que des partis frères gouvernent le pays, sont les gestionnaires du système, les chiens de garde, les membres de cette cléricature que dénonçait avec passion Paul Nizan.
Ils dépensent l'essentiel de leur énergie à protéger leurs précarés, à régler des problèmes internes ou considérés tels par eux, et à excommunier ceux qui dérangent en obligeant leurs fidèles, au sens féodal, à se ranger sous leur bannière. Je cite maintenant la Boétie, donc le fameux discours de la servitude, sur la servitude volontaire, qui date du milieu du XVIe siècle. Le tyran voit les autres qui sont près de lui, coquinant et mendiant sa faveur. Il ne faut pas seulement qu'il fût ce qu'il dit, mais qu'il pense ce qu'il veut. Et souvent, pour lui satisfaire, qu'il prévienne encore ses pensées. Les méchants ne s'entretiennent pas, mais ils s'entrecraignent. Ils ne sont pas amis, mais ils sont complices. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix ou d'être sujet ou d'être libre, quitte sa franchise et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt le pourchasse. S'il lui coûtait quelque chose de recouvrer sa liberté, je ne l'en presserai point, combien que ce soit que l'homme doit avoir plus cher que de se remettre en droit naturel, et par manière de dire, de bête revenir à homme. Fin de citation. Un des moyens de gouvernement des hommes du pouvoir, et donc de leaders syndicaux, est le secret. Je cite cette fois Guy Debord dans un texte publié en 1988. Celui qui est content d'être dans la confidence n'est guère porté à la critique. N'y a remarqué que, dans toutes les confidences, la part principale de réalité lui sera toujours cachée. Car ces bribes d'informations que l'on offre à ces familiers de la tyrannie mensongère sont normalement infectées de mensonges, incontrôlables, manipulés. Elles font plaisir pourtant à tous ceux qui y accèdent, car ils se sentent supérieurs à tous ceux qui ne savent rien. Fin de citation. Autre instrument de domination de ces marabouts, la technicité du langage et l'allusion à des mécanismes institutionnels obscurs, souvent sous la forme de sigles. Elle participe à ces rites réservés aux seuls initiés du cénacle. Avant tout, les clercs syndicaux se présentent comme des légitimistes, des légalistes, garants des droits acquis, des conservateurs de l'ordre social, alors qu'avec détermination, le rapport de force est modifiable. Encore faut-il le vouloir véritablement et ne pas se contenter des propos incantatoires des molettistes de la quatrième République. Ils sont hostiles à tout changement qui risquerait de perturber sérieusement les rapports de collaboration et de service réciproques qu'ils entretiennent avec les dominants et dont ils tirent de multiples gratifications. Le petit bourgeois est un agent à qui sa naissance et ses conditions d'existence ont fait intérioriser viscéralement cette culture existentielle que, et je cite cette fois-ci Alain Cardot, que tant qu'à être petit, il vaut mieux que ce soit chez les bourgeois que dans le peuple, car l'existence de parvenus contribue à entretenir l'illusion d'une mobilité sociale qui, si limitée fût-elle, suffit à alimenter de génération en génération l'espoir de surmonter les barrières de classe pour se fondre parmi les dominants. Beaucoup de petits bourgeois en rajoutent comme font tant de sous-vizirs et d'aspirants mamamouchis qui jouent ridiculement au calife et se prêtent à tant d'avilissantes mascarades en croyant faire la preuve de leur excellence et de leur distinction. Fin de citation. D'où la création d'un establishment petit bourgeois. C'est ce qui explique la contradiction structurelle des classes moyennes et aussi
une irréductible ambivalence, tendance à s'identifier au dominant et à s'y opposer. Nos représentants n'illustrent-ils pas la prophétie du libéral Alexis de Tocqueville au XIXe siècle? Je les cite. « Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart et comme étranger à la destinée de tous les autres. » Fin de citation. Après ces considérations philosophiques et ces éléments d'analyse sociologique, quel remède apporter? À l'évidence, nettoyer les écuries d'Augias et d'abord appliquer strictement les règles statutaires. Je ne prendrai qu'un exemple que je connais dans une haute école de la communauté française de Belgique. Un affilié de la Centrale Générale des Services Publics, la CGSP, cumule les fonctions d'échevin de l'instruction publique, de membre du conseil d'administration et de délégué de département. Or, nos statuts ne laissent placer aucune ambiguïté. Tout candidat politique qui refuse de se démettre de sa fonction syndicale s'exclut de la Centrale Générale des Services Publics. Article 10 des statuts de la CGSP. C'est le bon sens même. Comment peut-on défendre des travailleurs alors que le parti dont on est mandataire occupe la présidence de la communauté française qui est leur employeur? De même, l'article 13 du règlement d'ordre intérieur de la section communauté française du syndicat prévoit qu'un délégué syndical ne peut exercer de fonction d'autorité. Sans compter que le même représentant CGSP au conseil d'administration de la haute école, non seulement ne soutient pas les motions de militants votées lors des assemblées syndicales d'un département, mais en plus s'y oppose dans les mêmes conseils d'administration. Les procès-verbaux le prouvent. Et lorsque des responsables syndicaux font respecter les règles, lors des élections, ils sont interpellés avec violence et traités de magouilleurs. Y aurait-il quelque chose de pourri au royaume de Danemark? Ensuite, il faudrait assurer une formation syndicale sérieuse aux nouveaux membres et délégués sur le plan éthique. Être délégué est une charge et non une promotion. Lors des élections, les minables coteries sont peut-être inévitables, mais les luttes fratricides ne peuvent en aucun cas occulter les vrais enjeux qui doivent être expliqués à la tribune lors de nos assemblées générales. Élisons des camarades vraiment représentatifs, courageux, combatifs, enfin probes et libres. Que les nouveaux délégués dans nos établissements soient sensibilisés au fait que seul on ne peut rien, mais qu'unis, le combat prend du sens et peut aboutir. La mondialisation du capitalisme ne peut être combattue que par une véritable internationale des travailleurs à reconstruire. N'oublions jamais que notre combat n'est pas corporatiste, mais s'inscrit dans une vision planétaire et que notre organisation doit être proactive et ne doit pas seulement résister au raz-de-marée capitaliste. Les libéraux fêtent le 1er mai. La gauche caviar entonne régulièrement le chant des travailleurs. Pourquoi ne pas nous réapproprier nos symboles et signes de ralliement et nous donner du cœur à la fin de nos assemblées? Enfin, bien sûr, il y a les stratégies à définir et les actions concrètes à mener, mais ce n'est pas l'objet de ce texte-ci.
Le texte suivant s'intitule « Quel combat menons-nous » et a été écrit en novembre 2007. « 18 septembre 2007. Assemblée générale de la régionale bruxelloise de la Centrale générale des services publics enseignement. Avec un peu de retard, je pénètre dans la salle Van de Wiel de la rue du Congrès. Pour peu, je vivrai le même sentiment d'étrangeté qu'Ouzbek dans les lettres persanes. Et pourtant je suis chez moi, camarade parmi mes camarades, dans cette assemblée que je fréquente depuis 20 ans et dont les décisions sont à l'origine de tant de combats que j'ai menés avec tous et toutes. La prophétie du pénultième secrétaire régional, comme celle de Jacques de Molay, va-t-elle se réaliser? À un moment, j'ai craint qu'à la fin de la réunion, il y aurait sur la scène autant de morts que dans le dernier acte de Titus Andronicus. Triste tragédie shakespearienne tournant au grotesque. L'histoire ne serait-elle que bruit et fureur et ne signifiant rien? À chaque faction nouvelle supposée, des membres du comité réécrivent toute l'histoire de la législature comme celle d'une conspiration unique, fomentée tantôt par le révisionnisme, tantôt par la soif du pouvoir. Leur esprit commun, et c'est un crime majeur pour une pensée qui ne parvient pas à concevoir que la volonté des militants puisse se diviser, est de souffler la zizanie. Division entre les militants et le représentant au comité. Division entre ces mêmes représentants, puisque toutes les actions se sont, en un temps, réclamées de la rénovation face au comité précédent, accréditant l'idée monstrueuse qu'elle puisse dévorer ses propres enfants, alors qu'elle dévore seulement, c'est la réponse implicite de certains, des ennemis qui ont longtemps porté le masque. Division de l'homme avec lui-même enfin, car chaque individu abrite en soi, dès qu'il cède à la pitié, à la fatigue ou au désenchantement, un ennemi caché de la rénovation. Le mécanisme de la purge est censé recréer ipso facto, une fois la faction éliminée, un peuple pur et unifié de militants, identique cette fois à son comité. Il est l'instrument de la régénération. Certes, il y a des différences de tempérament, et surtout des différences idéologiques entre les militants, d'ailleurs davantage quant à la tactique que sur le fond des luttes. Depuis des lunes, ces différences sont bien connues, et souvent on sait à l'avance la partition qui sera jouée par chacun lorsqu'il interviendra à la tribune. Il n'est de mystère pour quiconque que se rencontrent dans nos réunions des communistes réformateurs ou indépendants, des trotskistes, des marxistes-léninistes orthodoxes, des socialistes, il ne faudrait pas les oublier, des anarchistes, des écologistes, des opportunistes et des agents du pouvoir. On peut supposer qu'il en sera toujours ainsi, et c'est sans doute tant mieux. Toutefois, les divisions paroxystiques que nous vivons paraissent comme autant de symptômes d'une maladie, oserais-je dire structurelle, qui nous affaiblit face à notre seul et vrai ennemi de classe. Il serait donc temps de réfléchir sur ce constant retour ou de défoulement du refoulé. Car l'affligeant spectacle dont nous sommes les acteurs participe, hélas, de cette atomisation de la classe ouvrière qui fait le jeu des puissants. Bien sûr, les assemblées syndicales restent, dans notre société, parmi les derniers lieux du débat démocratique, en nous mettant face, parfois violemment, à nos propres contradictions. Cependant, nos conflits microscopiques
occulte souvent l'essentiel. Les ravages du capitalisme, l'offensive tous azimuts de l'idéologie libérale, en particulier en France et en Belgique, avec l'installation de gouvernements de droite et les moyens de contrainte et de surveillance utilisés par l'appareil étatique. Les camarades de la base balancent entre la révolte, la détresse et l'indifférence. Longtemps j'ai hésité à faire part aux membres de ma section locale de ce que j'entendais aux dernières assemblées régionales, partagé que j'étais entre mon devoir de rendre compte de houleux débats et mon désir de préserver une image sans doute idéale du syndicat. Puis, ce 18 octobre, juste un mois après la cérémonie d'expiation, n'y tenant plus, j'ai présenté aux affiliés un exposé circonstancié des événements. J'espère qu'il n'y aura pas de départ, d'autant qu'on nous oblige à nous partager entre 4 régionales, Bruxelles, Namur, Charleroi et Mons. Camarades, il est temps de nous ressaisir. Débattons tant et plus, mais concentrons ensuite notre énergie contre le formatage démobilisateur des citoyens par les médias, contre l'instrumentalisation du partenariat social par les patrons, contre la privatisation rampante de l'enseignement et, bien sûr, dans nos luttes de toujours. Ne tombons pas dans le fatalisme ambiant et rappelons l'aphorisme du Taciturne: il ne sert à rien d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Ou encore le mot de Karl Liebknecht: il y a des défaites qui sont des victoires, et des victoires plus honteuses que des défaites. Battons-nous d'abord mais vigoureusement pour l'émancipation du genre humain. J'ai intitulé « Contrôler les travailleurs, l'appareil syndical, un marchepied professionnel pour beaucoup », le texte suivant qui date de septembre 2009. En février dernier, l'hebdomadaire économique Trends Tendance nous a dévoilé la réalité de l'engagement distanciel de certains syndicalistes. On connaît le destin de celui qui fut longtemps secrétaire interrégional et communautaire de la CGSP Enseignement avant d'être promu conseiller au cabinet de la ministre Françoise Dupuy, chargé de l'enseignement à la Commission communautaire française, donc à la région de Bruxelles-Capitale. De même, Marie Arena, ministre de l'Éducation à la communauté française, avait engagé l'ex-secrétaire général de la centrale la CSC, donc la centrale, maintenant je ne sais plus, enfin c'est la centrale chrétienne, donc le syndicat chrétien, section enseignement, donc Régis d'Orogne. Non, c'est la centrale des syndicats chrétiens, je cherchais bien loin, mais il ne fallait pas aller à l'autre bout du dictionnaire. Monsieur Bovy est devenu directeur général de la Société nationale des chemins de fer belges après avoir assumé pendant 20 ans, entre autres fonctions, la présidence du syndicat, donc de la centrale des syndicats chrétiens Transcom. Thierry Nollet, secrétaire général du syndicat des employés, des techniciens et des cadres, qui appartient donc à la Fédération générale du travail de Belgique, donc socialiste, de 2002 à 2004, est, quant à lui, passé au groupe S, où il dirige le département socio-juridique. Il se réjouit dans son entreprise que, dans son entreprise, il n'y ait ni grève ni arrêt de travail. Cela, dit-il, tient surtout à notre connaissance des syndicats. D'ailleurs, et je le cite toujours,
bon nombre d'employeurs ne connaissent pas fondamentalement les droits et obligations des parties et se font dès lors piéger dans leurs relations sociales. Les connivences ou les alliances objectives font heureusement encore partie du microcosme de la concertation sociale, ne serait-ce qu'en raison de ces complexités qui obligent à se parler et à construire des relations de confiance. Ancien juriste à la Confédération des syndicats chrétiens, oui, je disais centrale depuis tout à l'heure, c'est la Confédération des syndicats chrétiens, Paulet est actuellement directeur des ressources humaines chez Eurocenter Ego. Pour lui, je le cite, dans une entreprise, même si leurs intérêts divergent parfois des nôtres, les syndicats sont indubitablement des partenaires au même titre que les clients, les collaborateurs, les actionnaires ou les autorités. Fin de citation. Combien n'a-t-on pas récupéré de délégués syndicaux, voire de meneurs de grève, comme directeurs des ressources humaines dans les entreprises et administrations parastatales et pararégionales, ou comme directeurs d'école. 3 récents présidents de la Centrale générale des services publics enseignement régionale de Bruxelles ne sont-ils pas devenus respectivement préfets, proviseurs et inspecteurs, exerçant donc des fonctions d'autorité? L'appareil syndical, un marchepied professionnel pour beaucoup. Bien sûr, les femmes sont ici visées au même titre que les hommes. Le système capitaliste est un monstre froid, où rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. On y recycle les ambitieux pour en faire des matons. Surveiller et punir. Lorsqu'un ministre forme son cabinet, il choisit souvent des acteurs de terrain qui connaissent la base et, par relais interposés, peuvent la neutraliser lorsqu'elle s'agite. Jadis, il procédait à des primo-nominations stratégiques pour diriger ces entreprises devenues depuis autonomes. C'est l'enfance de l'art de la politique. Que les patrons commandent des sociétés privées ou gèrent le secteur étatique, qu'ils soient libéraux, chrétiens ou sociaux-démocrates, ils penseront et agiront toujours en patrons, parangons et garants de l'ordre social. Les années 2000 ont consacré en sus l'avènement d'un management plus retors qui rend la révolte plus difficile. Car, depuis 40 ans, on est passé d'une organisation hiérarchique du travail à une surveillance de chacun par ses pairs, et les rapports au travail sont désormais gérés par la concurrence. Aujourd'hui, il revient aux salariés de prouver leur utilité et d'être à la hauteur des tâches qui se présentent sans attendre qu'on leur dise quoi faire. Qu'est-ce donc que l'aliénation en ce début du XXIe siècle? Alors voici le tout dernier texte, le 4e qui concerne la bureaucratisation syndicale, le 7e pour l'ensemble de cet enregistrement filmé. Vous avez compris qu'un certain nombre de camarades qui faisaient partie du syndicat officiel reconnu par l'État, la Centrale générale des services d'enseignement, ne se sentaient plus à l'aise et ont donc créé une petite organisation anarcho-syndicaliste. Nous avons publié le 1er mai 2009 un manifeste dont je vous lis ici la déclaration de principe. Ce syndicat, ou cette organisation anarcho-syndicaliste, s'appelle la coordination des travailleurs de l'enseignement. Je lis donc le manifeste.
La coordination des travailleurs de l'enseignement, CTE, est une organisation syndicale révolutionnaire qui mène en priorité 3 combats. 1. Elle lutte au premier chef contre le système capitaliste d'exploitation, de domination et d'aliénation des travailleurs, dont l'école est un instrument, et se bat pour promouvoir une société égalitaire et libre basée sur l'autogestion. 2. Elle lutte, plus précisément, pour la suppression des hiérarchies entre les travailleurs du secteur de l'enseignement et affirme l'identité du combat des différentes catégories du personnel. Cette lutte rend nécessaire le refus du corporatisme, la solidarité entre tous les niveaux d'enseignement et une solidarité agissante avec l'ensemble des travailleurs. 3. Elle lutte enfin contre le financement des réseaux privés d'enseignement par les pouvoirs publics. La coordination des travailleurs de l'enseignement est organisée sur base de 2 principes. 1. Son indépendance par rapport à tous les pouvoirs, économiques, politiques et confessionnels. Par conséquent, elle refuse la cogestion dans les établissements d'enseignement. 2. Le refus en son sein de toute forme de professionnalisation et de bureaucratisation. Afin d'atteindre ces objectifs, la coordination des travailleurs de l'enseignement se donne pour moyen 1. De fournir une information critique aux travailleurs. 2. D'agir directement sur le terrain de la lutte des classes. J'espère avoir atteint mon objectif, qui est de rappeler aux générations qui suivront plutôt la mienne, que le combat n'est jamais terminé, que le monde doit être reconstruit tous les jours, qu'ensuite la société capitaliste a enfanté de monstres qu'il paraît, mais qu'il paraît seulement de plus difficile, qui paraît très difficile apparemment de combattre, et qu'il s'agit donc que tous les travailleurs, sans corporatisme, mettent toute leur énergie pour combattre ce Léviathan. Pour un certain nombre de travailleurs comme moi, il est apparu que les syndicats officiels, même si ils peuvent rendre concrètement service dans un certain nombre de cas concernant la carrière des travailleurs, ne sont pas des, comment dirais-je, des syndicats de lutte qui cherchent à renverser le système. D'une manière ou d'une autre, peu ou prou, ils appartiennent au système. Il faut donc remonter ses manches, prendre conscience qu'il faut abattre le système capitaliste, et ceci doit se faire, je dirais, par tous les travailleurs, chacun à l'endroit où il se trouve, aussi bien les travailleurs manuels que les travailleurs intellectuels, et je crois, puisque je suis professeur, que les enseignants ont un rôle particulier dans la prise de conscience de leurs étudiants à comprendre le monde dans lequel ils sont, et que rien n'est éternel, tout se transforme, mais par l'action des hommes et des femmes, bien sûr. J'ai dit.